Bonjour Audrey. Bonjour Nelly. Est-ce que tu as ton ticket? Le voici. Merci à toi, je t'en prie. Rejoins le Merci. wagon du roller coaster. Merci de ton invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu es déjà montée dans un roller coaster? Oui, tout à fait. Je suis montée et j'ai très peur, j'ose le dire. Ah oui? T'es pas trop dans les sensations fortes? Non, pas trop. Alors peut-être quand j'étais plus jeune, mais là maintenant, c'est plus du tout ça. Ok. C'est plus du tout ça. Donc Audrey, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Je m'appelle Audrey Louaille. Je suis présidente d'une société qui fait de l'hébergement et de l'infogérance Internet. Et je suis également présidente d'un mouvement d'entrepreneurs, un réseau d'entrepreneurs, premier réseau français d'entrepreneurs, qui s'appelle Croissance Plus et qui regroupe 500 entrepreneurs PME et ETI françaises. Incroyable. Tu vas nous en reparler pendant Ouais. ce manège. Alors, j'ai reçu ton dessin. Là, on est vraiment sur un vrai roller coaster. Là, on a la représentation globale de montée, descente, looping. On a une drop tower. Un vrai roller coaster pour le coup, même si tu n'aimes pas les sensations, finalement, tu le vis au quotidien. Et c'est peut-être parce que je le vis au quotidien que j'ai pas du tout envie d'aller me heurter à ça dans les manèges. Ok, on commence en 2005. Alors, j'ai reçu le dessin, je me suis dit, bon, quel est ce langage? Alors oui, tout simplement, j'ai juste écrit en chinois bonjour, ni hao. Et tout simplement parce que notre histoire commence justement en Chine. Moi, j'avais à l'époque une agence de communication interactive et une agence de communication digitale. Et on avait également la société d'hébergement que dirigeait mon mari, dont il était fondateur, mais très minoritaire. Et en fait, nous étions passionnés de voyage. Et notre rêve, c'était d'accompagner nos clients français et européens à l'international et plutôt sur des destinations lointaines. Sur des méthodes de travail qu'ils connaissaient en France. Et c'est comme ça qu'on est parti loin. Et pourquoi la Chine? Parce que à cette époque-là, en 2005, on se disait la Chine, première puissance économique mondiale en 2030, il faut y être dès maintenant. Comme ça, on sera présent dès maintenant. Et puis on est parti, on a créé la société à l'époque, pour te donner une idée, avec 15 000 €. D'accord. Uniquement et avec aucun traducteur, rien du tout. On est arrivé, la fleur au fusil, je ne parlais pas chinois à l'époque. Incroyable. Et on est arrivé tout seul, Ouais. dans un pays à l'époque qui n'était pas si ouvert que ça, avec pas tant de Français que ça, donc il fallait et avec surtout des Chinois qui parlaient pas très bien ni l'anglais ni le français, donc c'était un peu une gageure. Et par exemple, je ne savais pas du tout comment on tapait les idéogrammes sur un clavier AZERTY. Je pense que tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Et donc, pourquoi? Alors, la Chine, donc tu arrives là-bas. Déjà, tu arrives en Chine, tu vas où quand tu es européen? Enfin, quelle destination, quelle ville? Alors, nous, on a choisi Shanghai. Shanghai parce que ça reste une ville très, très dynamique au niveau économique, avec une population. Alors, à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, la population française était la deuxième population après l'Allemagne. D'accord. Donc, il y avait quand même une communauté française assez importante. Donc, dans le milieu des affaires, c'était bien parce que nous, on visait aussi des boîtes françaises et européennes présentes à Shanghai. Et donc, cette vie d'expatrié, finalement, comment tu la vis? C'est-à-dire que tu arrives dans une nouvelle culture. Comment tu t'acclimates? Comment tu crées tes premiers contacts? Ça s'est passé comment Alors, à l'époque, nous, on a beaucoup travaillé avec la Chambre de commerce française à Shanghai, où en fait, tous les Français se retrouvaient là-bas. Et par exemple, mon premier contrat, je l'ai trouvé très rapidement. Quelques semaines après, simplement autour d'un cocktail, tiens, on cherche un hébergeur. Tiens, on est hébergeur, on vient de s'installer. Et puis voilà, et on a remporté l'hébergement donc d'un gros contrat d'une société qui était un éditeur très important très rapidement. Incroyable. Donc, parce qu'il y avait moins de concurrence qu'en France. Donc, en fait, le fait de se déplacer à l'étranger, d'une part, ça montrait qu'une société comme la nôtre était capable d'investir et de déployer des moyens suffisants pour se différencier. Ouais. Et d'autre part, il y a moins de concurrence à l'étranger. C'est plus facile de gagner un peu des clients assez prestigieux. Donc là, on voit la courbe qui ondule. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe en 2007 entre les deux?
Alors entre les deux, donc on vit entre, donc je travaille avec mon mari, donc on vit entre Paris et Shanghai à l'époque. Et un jour, mon mari est rentré en France. Moi, j'étais encore à Shanghai et il s'est fait virer du conseil d'administration de la société, donc de sa société, écrit-elle. Et à l'époque, la société devait être vendue à un de nos confrères. Un des confrères, c'était signé, tous les autres actionnaires étaient d'accord. C'était une surprise ou Ah, complètement, on n'était absolument pas préparés. Donc voilà, et mon mari me dit ça en me disant, écoute, moi, Écritel, c'est ma vie. Je veux absolument la conserver. Et en fait, il y avait une possibilité du pacte d'actionnaires qui nous permettait de préempter l'offre du concurrent au même prix. Donc on est allé voir des partenaires bancaires, on s'est remonté les manches et en fait on est allé chercher 2 fonds d'investissement et de la dette bancaire nous permettant de préempter au même prix sur l'offre concurrente. Malgré le fait qu'il était viré de la société. Ah ben oui, il était viré du conseil d'administration, mais il était toujours quand même fondateur. Il y avait, le pacte d'actionnaires nous permettait, en tant qu'actionnaire, de pouvoir préempter. Voilà. Et donc, on a racheté la société. Alors, il faut repréciser le contexte. Fin 2007, crise des subprimes. Voilà. Et à l'époque, c'était une toute petite société qui faisait de l'ordre, je dirais, de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Et on a emprunté, à l'époque, autant. On a auprès des fonds d'investissement que des banques, autant que le chiffre d'affaires, quasiment. Donc l'époque des subprimes, vous arrivez sur les fonds d'investissement, c'est quand même une période assez, on va dire, charnière. Ouais, voilà, oui, disons qu'il ne fallait pas trop réfléchir. Bon, on s'est lancé, on s'est lancé dans l'aventure et on était persuadés qu'il y avait une place pour un partenaire, une société comme la nôtre. Et à l'époque, on s'est lancé sur 2 créneaux, l'accompagnement à l'international d'une clientèle française et européenne. Et le deuxième point, c'était donc nous, on héberge en fait des infrastructures ou des systèmes d'information ou des sites e-commerce. Et à l'époque, on a choisi d'héberger, de se spécialiser dans l'hébergement de plateformes e-commerce. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient extrêmement critiques. Enfin, ce sont des plateformes, quand tu commandes sur Internet, tu veux pas qu'il y ait de coupure. Non. Tu veux que ça fonctionne, tu veux que ton panier soit sécurisé, de pouvoir acheter, recevoir rapidement, etc. Et nous, on s'est spécialisé à l'époque là-dedans et on a hébergé à peu près les principales marques françaises. Donc, ce qui est incroyable, c'est que c'est un couple, finalement. Oui. Donc, vous avez construit tout ça tous les deux ensemble et donc vous avez vécu ce roller coaster, j'imagine, de la même manière. Donc, est-ce que c'est de travailler en couple, c'est quelque chose qui te permet justement de rebondir dans ces moments-là, à la période où ton mari a eu ses problématiques, toi tu étais là, enfin, c'est une espèce d'échange qui vous permet justement de continuer le chemin ensemble? Oui, je pense que la force pour nous a été d'être deux. Et souvent je dis, mon mari c'est le 4e pied de ma table, c'est le point d'équilibre en fait, c'est le point d'équilibre et je pense qu'on dirigeait chacun une société et en fait le fait de se réunir ensemble et de gérer cette société ensemble et de se développer, ça a été une grande force pour nous. Ça a été une grande force et c'est ce qui me donne en tout cas encore aujourd'hui envie de continuer. Ok, c'est beau à voir parce que c'est vrai que j'ai accueilli d'autres couples comme ça et on peut souvent dire oui mais du coup vous ramenez tout ça à la maison, vous en parlez tout le temps, du coup ça devient le quotidien du couple aussi et finalement c'est aussi une force. Oui, alors je pense qu'il faut... alors d'abord, l'entrepreneur est très seul, mais ça, j'enfonce une porte ouverte. On est quand même très seul, on est souvent face à des décisions. Donc là, le fait d'être deux, c'est quand même très sécurisant d'être deux. Et puis après, j'ai coutume de dire qu'il faut toujours bien séparer la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc voilà, donc, un de nos associés disait que la vie, c'est comme un camembert. Donc tu as une vie personnelle, la vie professionnelle et ta vie familiale. Et il faut vraiment respecter le tiers de chacun pour avoir un bon équilibre. Donc on a toujours essayé d'appliquer ça, en tout cas, dans notre vie. D'accord. Et là, on voit la vente. Donc, ça, c'est la vente. Voilà. On a failli être vendu aux fameux confrères. Oui, et c'est là où ça remonte et que vous reprenez en quelque sorte... les rênes de la société, finalement. C'est ça, ouais, tout à fait. Donc là, on reprend la société donc au moment de la crise des subprimes, à travers ces 2 stratégies, l'hébergement de plateformes e-commerce et le deuxième point, le développement à l'international. De là, on a ouvert le Brésil, on a ouvert à Sao Paulo, on a ouvert au Canada, on a ouvert à New York. Et voilà, et toujours dans la même idée d'accompagner cette clientèle à l'international, sur l'international lointain, là où il y avait soit des problématiques dans notre métier, on vend du réseau, donc il peut y avoir des latences sur le réseau. Donc soit
pour des destinations où il peut y avoir des problématiques de latence, soit le deuxième point, quand il y a des problèmes de réglementation. C'est le cas de la Chine avec le grand firewall. Le réseau Internet chinois, c'est un grand intranet. C'était le cas aussi en Russie, où on a refermé depuis la guerre en Ukraine, où la loi 152 en Russie empêche des sociétés françaises d'héberger des données à l'extérieur de la Russie. Voilà. Et cette vision internationale, parce que vous êtes directement parti sur des territoires complètement internationaux, il faut avoir une assise assez, je dirais, macro du marché, c'est-à-dire que tu es capable d'aller autant en Chine qu'en Russie, je vois Sao Paulo, c'est-à-dire que vous aviez une vision directement on ne reste pas au niveau national, on s'étend. Et ça, c'est quand même assez important comme prise de risque. Et comment tu gères justement le fait de partir comme ça dans des cultures différentes, des réglementations différentes, une façon de manager une entreprise complètement à l'opposé du marché français pour certains. Comment vous avez fait justement pour vous adapter comme ça en permanence sur les marchés? Alors d'abord, avant de partir, on s'est beaucoup appuyé sur... alors à l'époque, ça s'appelait UbiFrance, oui. Sur lequel on a fait en fait des missions de découverte des pays. Donc par exemple, la Chine, on avait fait la mission Raffarin, 1000 PME en Chine. À l'époque, pareil pour le Brésil, etc. À chaque fois, on est parti en repérage pour voir déjà comment était le marché, quels étaient les concurrents, enfin, est-ce qu'il y avait aussi des clients potentiellement, enfin, un peu débroussailler tout ça. Donc on a fait ces missions-là et ensuite on a aussi travaillé en recrutant à la fois des Français et aussi à la fois des locaux. On a toujours travaillé avec des équipes mixtes, ce qui nous permet quand même d'avoir une bonne culture dans chacun des pays. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus essayer de calquer ce que l'on fait en France à l'étranger. Si je prends par exemple l'exemple du Brésil, nous on héberge par exemple en France nos systèmes d'information dans nos propres data centers, dans nos propres salles. Au Brésil, c'est très américain et donc ils vont avoir tendance à héberger sur des clouds publics que l'on connaît, Google, Amazon, etc. Donc voilà, ne surtout pas chercher à reproduire ce que l'on sait en France parce que ça ne va pas forcément toujours fonctionner. Et cette envie justement d'aller directement à l'étranger, vous n'aviez pas comme stratégie de commencer par la France, c'est directement on veut aller loin? Oui, nous, on n'était pas... Alors, ça part d'un rêve, enfin, tout part d'un rêve. Le rêve, c'est... nous, on était passionnés de voyage, donc voilà, on avait beaucoup voyagé, et notre rêve, c'était quand même de partir loin. Donc, ça part d'abord d'un rêve personnel, et ensuite d'une vision. La vision, c'est l'accompagnement de nos clients, et après, on a déroulé le business plan. Là, on redescend. Ouais, alors jusqu'au Covid. Oui. Le Covid, il y a eu deux phénomènes. Enfin, sur la partie étrangère, les frontières se sont fermées. Donc, plus possible pour nous d'aller en Chine et dans d'ailleurs aucune destination. D'ailleurs, depuis fin 2019, alors que nous vivions là-bas, je n'ai jamais pu re-rentrer dans le pays. Voilà, donc ça s'est obligé de se recentrer quand même sur son pays. Pour quelle raison tu n'as pas... Il ne faut pas oublier ce qu'est la Chine, je pense. Bon, avec toute la passion que j'ai eue pour ce pays, je pense que dès le départ, à partir du moment où on rentrait en 2005 en Chine, on savait que ça pouvait arriver, qu'à un moment ou à un autre, on pourrait être voilà, on pourrait rentrer chez nous, okay. pour rester poli. Voilà, bon, c'est malheureusement, c'est quand même une dictature. Voilà, donc les frontières se sont fermées, on n'a plus pu voyager et on s'est beaucoup recentré sur la France. Sur la France pour développer la France, là aussi on avait le plus de collaborateurs. Et donc en fait on a choisi de se développer plutôt sur les territoires, ce qui allait bien dans l'ordre des choses, où en fait à la fois nos collaborateurs avaient envie de rentrer dans leur région, avaient envie de télétravail, avaient envie d'une vie un peu plus calme que la vie parisienne. Pareil pour nos clients. Donc on a commencé à ouvrir différents établissements dans différentes villes. Voilà. Donc là vous êtes 2 dirigeants, vous êtes combien finalement de collaborateurs à ce moment-là? On est 200. Là, actuellement, on est 250 à peu près. Et donc, vous, à 2, tu avais directement une appétence au management, à la gestion, parce qu'il y a une croissance à gérer aussi du nombre de collaborateurs.
Comment justement, toi, tu te positionnes par rapport à une montée en puissance? C'est pas pareil d'avoir une société à 10, quand on passe de 10 à 50, à 100, à 200. Alors ça, tu vois, c'est mes petits wagons qui sont en bas. On ne le voit pas bien, mais le premier, il est tout seul, parce que quand on commence l'aventure avec Thierry, mon mari, quand même, on a tous les actionnaires qui sont contre nous, qui veulent vendre la boîte. Donc on est un peu tout seul face à tout le monde, avec un projet, avec un sujet, donc on est quand même seul. Et on va développer la société ensemble, assez seul, avec des fonds d'investissement aussi, avec des partenaires financiers. Et après, rapidement, dès que la société a commencé à progresser, on s'est rendu compte que tout seul, on ne pouvait pas y arriver et qu'il fallait impérativement qu'on apprenne à mieux s'entourer. Et d'ailleurs, on avait fait la mission de BPI accélérateur PME et la première chose dans l'audit qu'ils ont fait, ils ont dit il faut absolument que vous vous entouriez. Vous entourez. Donc la première chose que l'on a faite, c'est créer en fait un comité de direction, enfin des membres un peu forts autour de nous et créer toute une organisation. D'accord. Voilà, et donc on a fait rentrer, on a associé au maximum dans les décisions le CODIR. On les a d'ailleurs associés au capital de la société assez rapidement. Et puis après, on a créé un middle management qu'on a encore associé au capital. Voilà, parce que nous, en fait, on est persuadés que notre réussite ne peut être que collective et qu'on ne peut y arriver, on ne peut que grandir ensemble. Et ça, c'est vraiment, pour nous, c'est absolument essentiel. Ce qui nous plaît dans l'aventure d'Écritel, c'est ce développement collectif, cette émulation collective, etc. Et donc, le point d'orgue, c'est que cette année, en fait, on a ouvert le capital à tous les collaborateurs qui le souhaitent. Incroyable. Donc, voilà. Tout nouveau salarié de l'aventure peut devenir actionnaire. Peut devenir actionnaire avec des conditions préférentielles, évidemment, de façon à sécuriser ses placements, mais en tout cas peut être partie prenante de l'aventure s'il le souhaite. Ça, c'est une belle aventure, ça permet vraiment de fédérer et ça implique d'autant plus les collaborateurs dans l'entreprise, finalement. Est-ce que tu sens ça? Parce que finalement, ils ont une part du gâteau, quelque part. Donc, complètement. Mais qui de mieux que nos collaborateurs est capable de porter la stratégie de l'entreprise, de trouver de nouveaux clients, de trouver de nouveaux produits et de créer un cadre de travail agréable? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Nos collaborateurs, c'est vraiment la meilleure... c'est les ambassadeurs. Les associés, c'est les ambassadeurs, c'est les associés de notre boîte. Ouais. Donc voilà, donc nos principaux associés aujourd'hui, ce sont nos collaborateurs et c'est à eux qu'on a envie de rendre des comptes. C'est à eux qu'on donne de l'information au maximum, avec qui on est transparent au maximum. Voilà, parce que je pense que ensemble, on ira plus loin et plus vite et plus fort. Ouais, c'est une réplique assez connue sur ça. Voilà. Alors là, on part dans un looping avec une machine à laver. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, en fait, sur la période de 2005 à 2019, on a eu... on a fait, au capital, on avait de la dette et des fonds d'investissement qui nous ont beaucoup aidés à progresser, à nous structurer, etc. Donc vraiment extrêmement bienveillants. Voilà, on a quand même fait x6 sur le chiffre d'affaires grâce à ce travail collectif. On est sur un ordre d'idée de combien sur les fonds d'investissement? Vous aviez levé, vous étiez sur quel... On n'avait pas, à l'époque, on avait levé... de l'ordre de, je dirais, 2 millions d'euros à l'époque, enfin hors dette. Oui. Hors dette. Voilà, on a fait rentrer deux fonds d'investissement, ensuite qui ont été remplacés par deux autres, mais tout cela fonctionnait très bien, en bonne entente, en bienveillance, etc. Et puis, le problème d'un fonds d'investissement, c'est qu'on est vraiment sur du temps court, c'est-à-dire qu'à la différence du temps long de l'entrepreneur, l'entrepreneur, il investit sur la durée. Le fonds d'investissement, tous les 5 ans, il doit sortir, absolument. Donc, on a fait 2 sorties de fonds d'investissement pour arriver en 2019 où il fallait que les 2 derniers fonds sortent et on en a fait rentrer un nouveau. Et malheureusement, l'entente n'a pas été là. Et voilà, donc c'est un peu la machine à laver où en fait on se retrouve dans notre société, mais finalement plus vraiment aux rênes de notre société parce que pris dans la tourmente où il y a un désalignement total de la stratégie, désalignement total des intérêts, etc. Et là, c'est très, 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 très dur. Et comment justement, à ce moment-là, en tant que dirigeant d'entreprise, comment tu gardes ta position de décisionnaire? Est-ce que à ce moment-là, tu sens que tu perds pied, que la direction est prise par le fond? Comment tu réussis à garder quand même le cap? Parce que finalement, c'est toi qui dois garder la vision de ta boîte vis-à-vis de tes collaborateurs. Mm-hmm.
Comment tu t'organises? Nous, on a beaucoup partagé avec nos collaborateurs qui étaient au courant de la situation et qui nous ont beaucoup soutenus, d'ailleurs, à cette histoire-là, y compris même le CSE de notre société qui a vraiment été assez partie prenante. CSE, parce que... ce sont les délégués du personnel, voilà. Le comité social économique, voilà. Et puis, ça a été difficile quand même, hein, ça a été difficile personnellement, très très difficile. Je te dirais que j'ai passé des très très mauvaises nuits et on en vit quand même. J'ai eu 1000 fois envie de tout lâcher. De tout lâcher. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu les collaborateurs, il n'y aurait pas eu 250 collaborateurs derrière, je pense que j'aurais tout lâché. Ouais, donc c'est ça qui t'a tenu, quoi. Oui, c'est ça. C'est de me dire, il y a quand même 250 personnes qui vivent, en plus en période de Covid, on ne peut pas perdre son boulot, etc. Enfin, on ne peut pas lâcher des collaborateurs en disant, écoute, la boîte elle est vendue, c'est fini, passons à autre chose, quoi. Donc là, il y a un côté très, entre guillemets, altruiste de l'entrepreneur qui pense plus au bien-être de ses collaborateurs que son propre bien-être de santé, peut-être. À ce moment-là, tu penses plus à tes 250 collaborateurs que toi, à la situation que tu es en train de vivre au quotidien, finalement. Ouais, nous, en l'occurrence, ça correspondait bien à ce qui nous plaisait. Et nous, en fait, avec mon mari, pourquoi on développe une boîte? D'abord, pour la faire progresser et pour amener avec nous des collaborateurs dans une aventure collective. Voilà. Après, le reste, finalement, les multiples de TRI, d'EBITDA, etc., c'est pas vraiment... C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est peut-être la finalité d'une société qui fonctionne bien. Mais en tout cas, c'est pas l'objectif. Est-ce que tu aurais tendance à dire que les fonds d'investissement, de temps en temps, il faudrait leur faire un stage dans l'entreprise pour qu'ils comprennent le quotidien de l'entrepreneur? Oui, et encore, je pense qu'il y a fonds et fonds. Hein. Nous, on a vraiment eu des partenaires extrêmement bienveillants qui nous ont beaucoup aidés à nous structurer. Ce que j'ai envie de dire, peut-être, c'est si quelqu'un cherche des fonds d'investissement, c'est surtout essayer de bien challenger le fonds d'investissement. On a le choix, on a toujours le choix, premièrement. Donc, essayer de chercher un maximum de challenger tous les fonds d'investissement. Et deuxièmement, on a le temps. On a du temps. Et moi, en 2019, l'erreur que j'ai faite, c'est que l'opération était très, très aboutie. Je savais que ce n'était pas le bon partenaire et je suis quand même allée. Parce que je me suis dit, ça fait déjà 6 mois qu'on bosse sur le projet, c'est trop tard, on ne peut plus aller, on est obligé d'y aller. Et en fait, non, on n'est jamais obligé d'y aller. On n'est jamais obligé d'y aller, on peut n'importe quand dire non. Et maintenant, si c'était à refaire, je dirais non. Non, c'est pas grave, on va perdre 6 mois. Mais 6 mois dans la vie d'une boîte, c'est quoi? C'est rien. Et tu penses même dans une situation où la boîte sans ça ne peut pas tenir, vaut mieux fermer? Par exemple, hein, dans un cas où c'est vraiment sans ça, tu passes pas le mois d'après? Ça c'est... Non, mais après, je pense qu'il faut plutôt aller voir... on ne va pas voir un fonds d'investissement quand on ne passe pas le mois d'après. Par contre, je pense qu'il y a des moyens aussi de s'associer, notamment avec la médiation des entreprises, etc., qui peuvent nous accompagner dans ces choix-là. Il y a aussi des entrepreneurs. Hein, il y a aussi une entraide entrepreneuriale qui est forte. Et je pense qu'on est capable de faire des comités de soutien pour trouver les bons choix. Mais les fonds d'investissement, c'est bien, mais... c'est pour la croissance. C'est pour la croissance, c'est tout à fait ça. Donc là, c'est une période longue de machine à laver. Combien de temps tu tournes? Machine à laver. Alors, on a tourné de 2019 à maintenant. Ah oui. À maintenant, parce que quand les sociétés sont quand même assez grosses, les moyens de se refinancer sont quand même plus difficiles. Hein. C'est plus contraignant parce que forcément, ce sont des gros enjeux aussi pour les fonds d'investissement. Donc, c'est normal, ils demandent beaucoup de garanties, etc. Donc, c'est un mécanisme qui est long, qui est chronophage. Donc j'espère normalement, nous terminons enfin cette période, justement cette semaine, où en fait on va repartir sur une nouvelle période d'investissement, où en fait on a choisi, cette fois-ci avec des fonds de dette, à la fois avec de la dette senior et ce qu'on appelle des fonds de dette mezzanine, de reprendre... Qu'est-ce que c'est Alors, en fait, on appelle ça de la dette junior. Ça reste de la dette. Ce sont des fonds spécialisés qui prêtent en fait de l'argent, qui permettent en fait de reprendre le capital de la société et simplement, évidemment, les taux d'intérêt sont forcément à la hauteur de l'emprunt. Enfin, ça reste assez cher, mais c'est le prix de l'indépendance, hein, puisqu'en fait, on rembourse cette dette-là
à la fin de la période d'investissement, donc dans 6 ans ou dans 7 ans. Donc, ce qui nous permet vraiment de reprendre le capital de la société. Donc vous reprenez ce que vous avez créé au départ. Voilà, donc là aujourd'hui on repart dans la boucle. Vous reprenez un ticket en fait. On reprend un ticket pour 7 ans. Et en fait, on reprend la totalité du contrôle de la société, donc 100% du capital, avec nos collaborateurs, voilà, pour relancer la société dans une nouvelle phase, exactement ce qu'on a fait en 2007, voilà, dans une nouvelle phase de développement, parce qu'on est persuadé qu'il y aura une place pour un acteur indépendant comme nous. Voilà, et puis après on refera rentrer des fonds d'investissement, mais plutôt dans des opérations de croissance externe, de rachat. Mais, voilà. Donc là, ce que tu retiens vraiment de toute cette étape transitoire entre le fait d'avoir créé et de récupérer à la fin, finalement, c'est le fait de s'écouter et de dire non. Ouais. C'est un peu ce qu'on retient de... C'est de dire non, c'est tout à fait, oui. De dire non et puis être résilient, évidemment, parce que je pense que ce qu'on retient tous, c'est qu'on se prend 50 fois les pieds dans le tapis. Et c'est difficile, hein, le chemin d'entrepreneur est difficile. Je pense que si on n'est pas prêt à se prendre les pieds dans le tapis, il ne faut pas faire ça. Mais le plaisir et d'abord la reconnaissance des collaborateurs, etc., et le plaisir de créer va au-delà, finalement, de tout ça. De tous les enjeux qui te font pas dormir. C'est ça, tout à fait. Donc là, on est sur on voit la fleur polynésienne. Oui, on a ouvert cette année Écritel en Polynésie. Oui. Voilà, avec déjà quelques collaborateurs qui sont partis aussi là-bas. Et puis après, on a recruté sur place. Et notre objectif, c'est en fait de pouvoir proposer un service en France, 100% français, en horaire nuit, mais en infogérance, en infogérant le jour, en horaire jour, pour nos clients français. Et là, je vois une drop tower. Ça monte et ça redescend très... Oui, mais ça va redescendre, ça va repartir dans l'autre sens. D'accord, ok. On revient au départ. On va bien, là ça va bien. Ouais, voilà, okay. Tout va très bien, on revient au départ. Donc c'est un nouveau départ avec la même structure, les mêmes collaborateurs. Donc finalement, ouais. Et ça fait, alors on est sur une société qui a... Alors, qui est vieille, hein, parce qu'elle a été créée en 85, ah oui. mais sur d'autres métiers, mais qui a été reprise en 2007, donc effectivement, qui va bientôt fêter, qui a 15 ans passés. Donc finalement, les fonds d'investissement sont passés, mais ouais. C'est la société qui dure. Oui, tout à fait. Ouais, ça prouve que finalement, il faut voir long terme, parce qu'on est beaucoup dans la chasse au court terme, dans les startups, les entreprises, oui. etc. Et finalement, beaucoup d'entrepreneurs sont sur la volonté de pérenniser les activités. Oui, tout à fait. On parle beaucoup des startups et il ne faut pas oublier qu'en France, les 10 ans jusqu'en 2025, là, il y a 650 000 sociétés qui se retrouvent avec une problématique de transmission. Et donc, il y en a une sur deux qui va mettre la clé sous la porte faute de repreneurs. Donc voilà, c'est bien de créer des startups. Il ne faut pas oublier, il faut encourager les personnes à reprendre des sociétés, à reprendre le capital des sociétés. Il y a des pépites qui n'ont pas de repreneurs. Et voilà, donc il faut encourager les collaborateurs à reprendre la boîte de leur patron qui va partir à la retraite. C'est un beau message. C'est vrai que la transmission, on n'en parle pas beaucoup, la reprise non plus. Et c'est vrai qu'il y a des structures qui ont besoin d'aide, finalement. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, un dernier message pour la fin auprès des auditeurs qui veulent se lancer. Allez-y, foncez. Foncez. Il faut toujours regarder, là où on va, sans trop regarder le chemin pour ne pas rebrousser chemin surtout. Merci infiniment Audrey d'être passée dans le roller coaster. Je t'invite à signer ton ticket. Et je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel roller coaster, plein d'émotions. Merci Audrey d'être venue. Merci. Au revoir.